Catherine et les siens ont dû fuir Paris révolté et se réfugier en Bourgogne. La jeune fille y séduit le tout-puissant duc Philippe. Mais au hasard des chemins, Catherine rencontre Arnaud de Montsalvi, capitaine du roi Charles, et en tombe amoureuse. Ensemble, ils vivent le martyre de Jeanne d'Arc, au cours duquel leur amour éclate enfin. Traqués, mais réfugiés chez Jacques Coeur, Arnaud et Catherine se marient la nuit de Noël. Poursuivis par les gens de la Trémouille, ils s'enfuient et cherchent refuge à Montsalvi. Catherine attend un enfant pour la plus grande joie d'Arnaud. Bonheur trop court. À la suite des mauvais traitements subis aux mains de la Trémouille, Arnaud a contracté la lèpre. Pour Catherine, c'est la fin de tout. Cependant, la reine Yolande, qui veut abattre la Trémouille, envoie frère Étienne chercher Catherine. En chemin, elle rencontre Jacques Coeur et lui remet le diamant noir pour qu'il le vende, ce qui n'empêche pas la Trémouille de s'emparer du joyau. À Angers, la reine Yolande et Tristan l'Hermite préparent leurs armes. On décide que Catherine, déguisée en bohémienne, s'introduira avec Sarah dans le château d'Amboise, où se trouvent la Trémouille et Gilles de Rais. Au camp des Tziganes, Catherine, sous l'effet d'une drogue, s'abandonne à Féraud, le chef qui veut l'épouser. Mais la précédente favorite, Dounisha, refuse de se laisser évincer et provoque Catherine en duel. Les deux femmes se battent. Quand survient Gilles de Rais, qui reconnaît Catherine et l'emmène. Il compte sur elle pour reprendre le diamant à la Trémouille. Je veux le diamant d'Amaravati. Je comprends. Mais comment se fait-il que ce diamant se trouve entre les mains du grand chambellan? Nous avons su que vous l'aviez confié à Jacques Coeur et qu'il l'avait vendu ensuite aux Juifs à Brabanel, à Beaucaire. Il le lui avait vendu, mais par un curieux hasard, le Juif est mort. Peu de temps après, étranglé. Et vous venez de voir le nouveau possesseur du diamant noir. Mais tu es une fille du diable. Les hommes viennent boire dans ta main comme des oiseaux craintifs. Sorcière. Donne. Tu traverses tous les dangers. Tu traverses tous les dangers. Tu reparais chaque fois plus belle. Lâchez-moi! Écoute d'abord! Demain, tu te donneras à la Trémouille. Tu voleras le diamant noir et tu me le remettras. Non. Alors, vous serez livrés aux flammes, ton égyptienne et toi. Sarah? Tu espérais sans doute que je laisserais courir. Elle est en mon pouvoir, quelque part dans ce château. Et si tu refuses de m'obéir, cette fois-ci, elle sera brûlée. Je te le jure. Et toi avec. Que réponds-tu? C'est bien. J'obéirai. Mais je vous préviens, Seigneur Maréchal. Ce diamant porte le malheur avec lui. J'espère qu'il ne vous épargnera pas. Garde pour toi tes malédictions. Et ne songe qu'à m'obéir! Comme une chienne que tu es! Je te reverrai ce soir. Attends.
Qui es-tu? Où vas-tu? Ce paysan-là dégage un puissant fumé de bohémien. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Ribot? Cherchez ce que vous m'avez pris, messire maréchal. Tchala et ma femme. Ta femme? Elle? Eh bien, puisqu'elle est ta femme, je vais passer avec toi un marché honnête. D'homme à homme. Je la garde ici 2 jours pleins, ensuite je te la rends. Et tu me jures, toi, de la garder jusqu'à la fin de sa vie. Ou de la tuer si elle essaie de te quitter. Que ferez-vous d'elle pendant ces 2 jours? Quelle question? Bien tu es idiot, bien tu me prends pour un imbécile. Elle sera à moi aujourd'hui, au grand chambellan demain. Ensuite, elle sera à toi. Ad vitam aeternam. Je ne puis accepter ce marché, Seigneur. Cette femme est la mienne. Et je ne la partagerai ni avec vous, ni avec un autre. Ah. C'est ainsi que tu le prends. Ah, nous sommes des brigands et des larrons, paraît-il. Mais que doit-on dire de vous, gens des châteaux, quand vous nous dérobez nos femmes et nos filles? Dommage. C'est dans la chambre du roi. C'est beau, n'est-ce pas? Rien au monde n'est plus beau que la musique. Des voix d'enfants. Douces. Pures. Cela vous brise le cœur. Si tendrement. Ah. Mais le roi n'aime pas les voix d'enfants. Il les trouve trop aigus. Il les trouve trop aigus pour ses grandes oreilles d'âne. Déshabille-toi. Non. Ah, combien d'hommes! Combien d'hommes as-tu montré de donner ce que tu me refuses? Ce bohémien que tu as épousé, il t'a bien possédé, n'est-ce pas? C'est Dieu qui s'est glissé ce matin dans le château pour te reprendre. Non, rassure-toi, rassure-toi. Il est maintenant au fond d'un cachot où la justice du grand chambellan viendra bientôt le chercher. Et tu sais, comme la justice du grand chambellan est douce. Ferraud même. Ne lui faites pas de mal. Mais c'est que nous sommes très pointilleux sur l'honneur de nos femmes, Catherine. Dans notre monde, cet homme t'a prise par contrainte, sans doute. Alors, il mérite d'être puni. Et toi, tu vas m'accorder de ton plein gré la même faveur qu'il t'a arrachée de force. Déshabille-toi. Le schnappant
Je lui avais dit pourtant que je ne voulais pas qu'il t'abîme. Oh, laisse-moi voir. Seigneur, par pitié, ne me touchez pas. Tout le corps me fait mal, comme si 20 démons s'étaient acharnés sur moi toute la nuit. Oh, Gilles est pire que 20, que 1000 démons, où il me paiera ça, le traître. N'aie pas peur, ma jolie biche. Je suis un véritable grand seigneur, moi. Pas un énergumène. Il m'avait promis que tu serais à moi ce matin, et voilà dans quel état il t'abandonne. Oh, le chien enragé, le chien galeux. Pourriez-vous faire venir quelqu'un pour soigner mes blessures? Je vais faire beaucoup mieux, trésor de beauté. On va te conduire dans mes appartements, où tu demeureras désormais. Mon médecin viendra te soigner. Nous ne nous quitterons plus. Mais le maréchal... Celui-là, après ce qu'il s'est permis, qu'il se garde bien de paraître jamais à ma vue. Sinon, il sortira dans un état pire que celui où il t'a mis. Nous allons te guérir, trésor de beauté. Après ça, tu seras gentille avec moi. Je suis votre servante. Emmenez cet enfant chez moi. Prévenez mon médecin. Et qu'on lui donne tous les soins que réclame son état. Doucement! En vérité, le cousin Gilles commence à m'inquiéter. Ô belle, ma tant belle, je suis ton chevalier. Ne me sois point cruelle, tu me vois à tes pieds. Le corps partout me brûle d'amour pour ta beauté. Mon cœur, comme une bulle, est bien près d'éclater. Souffre que ma voix grêle ton ouïe vienne flatter. Ô belle, ma tant belle, aime-moi tout entier. Quelle voix! Quel ménestrel, quel troubadour j'aurais fait si le destin ne m'avait pas marqué pour remplir les plus hautes fonctions de l'État. Comment te sens-tu? Beaucoup mieux, monseigneur. Ton cœur commence-t-il à battre pour moi? Pas encore, mais cela ne saurait tarder. Vous chantez de si belles chansons et de si belles façons. Tu Dieu, croirait-on jamais qu'une simple bohémienne soit capable de goûter les choses de l'esprit? Demande-moi ce que tu voudras. C'est accordé d'avance. Je serai ton Hérode. Tu seras ma Salomé. Que désires-tu? Seigneur, le maréchal a fait jeter au cachot le chef de ma tribu et ma sœur préférée. Et tu me demandes leur liberté? Vous êtes un homme si noble et si bon. C'est accordé. C'est tout. Pour l'instant, je ne vois rien d'autre. Alors, ne penses-tu pas qu'il serait temps de m'accorder ma petite récompense? Seigneur, Seigneur maréchal, quelle affaire urgente vous amène chez moi à cette heure? J'ai appris que vous aviez enlevé la bohémienne dans mes appartements. Je venais vous en demander raison. Ne pouviez-vous attendre que je vous l'amène? Pour vous laisser le temps de la rendre encore un peu plus présentable, vu l'état où vous l'aviez mise? Vous m'aviez promis de me la livrer intacte. Elle n'est pas si mal en point. C'est vous qui le dites. Croyez-moi, mon cher cousin,
sans vouloir me mêler de vos affaires personnelles, vous filez un mauvais coton. Il y a un messager pour vous, monseigneur. Un chevaucheur du duc Jean de Bretagne. Tiens, faites-le entrer. De la part du duc Jean, mon maître, qui vous assure par ma voix de son amour et de sa fidélité. Vous êtes breton? Oui, messire maréchal. Je suis le chevalier qui dut le bec de Créac, pour vous servir. Je crois connaître tous les gens de Monseigneur le Duc. Je ne vous connais pas. Moi, je vous connais bien. J'étais à Vannes l'an passé quand vous avez rendu visite à Monseigneur. Allez vous rafraîchir et vous restaurer, chevalier. Vous aurez tantôt ma réponse à votre maître et vous pourrez vous remettre en route aussitôt. Je demeure à vos ordres, Monseigneur. Retourne à ta chambre, petite. J'irai te rejoindre dès que j'aurai terminé cette affaire. Étrange affaire, en vérité, mon cousin, et qui vous concerne. Moi? Oui, vous. Le duc Jean s'adresse à moi, sachant que le roi m'écoute volontiers, pour obtenir de notre sire qu'il vous renvoie en Bretagne sur le champ. Voilà qui est plaisant. Je commande des armées, l'ennemi est partout. Il faudrait que je rentre en Bretagne. En quel honneur? Des gens qui vivent sur vos terres, de Chantossé, de Machecoul, et aussi des gens de Vannes, de Nantes et d'autres lieux, ont fait retentir leur plainte auprès du duc Jean. Ils prétendent que leurs jeunes enfants vous ont été confiés pour devenir pages et qu'ils ne les ont jamais revus. Voilà qui est étrange, non? C'est un conte à dormir debout. Retournez en Bretagne sur le champ. Si vous n'y allez pas, la rumeur ne fera que grandir et vous n'êtes déjà pas si populaire. Et vous? Mais moi, Gilles, le roi même. Et puis moi, je n'ai pas dilapidé ma fortune en folles dépenses. Au contraire, je n'ai pensé qu'à l'accroître. Et j'y ai réussi. Qu'importe l'impopularité lorsque l'on a le pouvoir et l'argent. Allez voir le duc, cousin. Allez vite. Et que Dieu vous vienne en aide. Dieu ou l'autre, à vous de choisir. Et la fille? Viens un peu par ici. C'est toi, la fleur, que le maréchal est allé cueillir au camp des Bohémiens l'autre nuit? Oui, madame. Tu es mieux que ce qu'il rapporte d'habitude. Trop belle. Tu ne retourneras pas auprès de mon mari. Mais madame, si je n'y retourne pas... Tu entreras à mon service. Il n'aura qu'à se faire une raison. Voilà une affaire décidée. Je vais m'habiller pour dîner avec le roi. Viens m'aider. On dit que les filles de ta race sont habiles aux enchantements et à la divination. On le dit, madame. On dit aussi qu'elles savent fabriquer des filtres capables d'inspirer à quelqu'un un amour irrésistible pour quelqu'un d'autre. C'est vrai. Et ce filtre magique qui livre un être sans défense à un autre. Tu le connais? Oui. Personne au monde n'est assez fort pour lui résister. Regarde.
Mais il faut que je retourne au campement pour le chercher. Tantôt après dîner, je te donnerai une escorte. Et tu iras chez les tiens. Et mes archers te ramèneront. Ne craignez rien. Je me plais beaucoup ici et je reviendrai avec ce que vous désirez. Mais pour que le filtre produise son effet, il me faut le nom de la personne à qui vous le destinez. Pourquoi? Pour faire les conjurations, préparons le breuvage. Sinon, vous risquez de ne pas obtenir ce que vous espérez. Bien. L'homme qui doit m'aimer est le frère de la reine Marie, le dernier fils de Yolande d'Aragon, Charles d'Anjou, comte du Maine. Eh bien, pourquoi t'arrêtes-tu, Marot? À peine 100 coups? Tu es fatigué? Tiens, tu es déjà de retour? C'est bien. As-tu ce que je t'ai demandé? Mais lui, pourquoi? Je lui ai rendu visite tantôt. Je fais ainsi de temps en temps le tour des cachots où mon mari tient ses prisonniers. Il y a quelquefois des gens qui méritent qu'on s'y intéresse. Cet homme me faisait pitié. J'étais prête à soulager sa misère. Et figure-toi qu'il m'a injurié avec la dernière grossièreté. Il n'y avait d'après lui qu'une femme au monde digne d'être aimée. Toutes les autres étaient des catins. Moi, la première. Alors, voilà. Maintenant, donne. Alors, tu as trouvé le moyen de te crêper le chignon avec ma femme? Mais quelle mouche t'a donc piqué? La comtesse me pardonne toutes mes maîtresses. Mais il ne faut pas la provoquer. On m'a parlé d'un certain flacon que tu avais brisé à ses pieds. Oui. Elle avait fait fouetter à mort le chef de ma tribu que vous m'aviez promis de libérer. Oh, j'étais très occupé en ce moment. Je n'ai pas eu le temps de m'en soucier. Ma femme a pris de court. Oh, je vois très bien ce qui s'est passé. Souviens-toi que j'ai toujours été bon avec toi, ma colombe. Alors, dis-moi que contenait ce flacon. C'était un filtre d'amour que votre femme m'avait réclamé. Un filtre d'amour. Et oui, il arrive un moment où une femme a besoin de recourir à ce genre d'artifice. Surtout une femme entreprenante comme la mienne. Et à qui était-il destiné ce filtre? La comtesse ne me l'a pas dit. Allons donc. Mais non. Mais c'est un breuvage très puissant qui rend celui qui le boit comme un jouet dans les mains de celui qui l'a donné. La comtesse désire arracher un grand secret à l'homme qu'elle aime. Le secret d'un trésor caché. Un trésor? Qu'est-ce que c'est que ce trésor? Je ne suis qu'une pauvre fille, mais j'écoute et je comprends bien des choses. Chez moi, en Orient, on parle encore de ces moines soldats qui gardaient le tombeau du Christ à Jérusalem. Ils étaient très riches. Quand ils sont rentrés en France, il paraît que le roi les a fait massacrer. Oh, les Templiers. On raconte que leur chef a caché leur trésor avant de mourir. Et qu'il y a en certains lieux des signes qu'ils ont laissés pour le retrouver, mais que seuls pouvaient comprendre. L'homme qui intéresse Madame la Comtesse connaît le sens de ces signes. Mais où sont-ils seulement ces signes? Dans un château où le chef de ceux que vous appelez les Templiers a été enfermé avant de mourir.
Jacques de Molay a été enfermé dans la grande tour du Temple à Paris. Non, c'est ça? Ce n'est pas Paris. C'est au bord d'une rivière. Et celle que vous appelez Jeanne la Pucelle y a rencontré le roi. Chinon. Oui, je crois que c'est ce nom-là. Les signes sont gravés sur les murs d'une très grosse tour. Le donjon de Coudray. Jacques de Molay y a été enfermé, c'est vrai. Mais cet homme, sur lequel ma femme a des vues si extraordinaires, comment s'appelle-t-il? Je vous jure que je ne sais pas. Mais si vous allez à Chinon, vous n'aurez qu'à la surveiller, elle vous mènera à lui. Merveilleux. Mais sais-tu que tu es rudement intelligente pour une fille de rien? Joliet! Monseigneur, ne m'oubliez pas, je vous en supplie. Ne crains rien. Mais surtout, pas un mot de tout ça à personne, sinon... je t'étrangle de mes douces mains. Pourquoi le maréchal nous a-t-il quittés si soudainement? Le duc Jean m'a fait savoir qu'il vous demandait de le lui envoyer, sire. J'ai cru bien faire d'accéder aussitôt à sa requête. Il semble qu'il y avait urgence. Vous avez bien fait, comme à votre habitude. Le duc vous disait-il ce qu'il voulait, à messire de Ray? Non, monseigneur. Alors comment pouviez-vous savoir qu'il y avait urgence? Le ton de cette lettre était sans équivoque. Monseigneur le dauphin veut-il connaître le fond de ma pensée? Hélas, ce serait une joie pour moi, mais je crois que c'est aussi impossible que de connaître le montant précis de vos revenus. Louis, allons. Enfin, dites toujours. Eh bien, le maréchal a dépensé le plus clair de sa fortune en folle dépense. Il en est réduit à se débarrasser de ses biens pour payer ses dettes. Et le duc Jean souhaiterait acquérir Chantossé qui est à vendre. C'est une terre admirable. Et son château, l'un des plus beaux que je connaisse. Après Chinon. Chinon? Je croyais que vous détestiez Chinon. Moi, sire? Oh, non, ceux qui ont prétendu cela en ont menti. Chinon, au contraire, est un de mes séjours préférés. Un de vos séjours? Mais Chinon est à mon père, pas à vous que je sache. Oui, allons. Monseigneur le dauphin a raison de me reprendre, sire. Je vois là l'esprit logique et sagace qu'il a hérité de vous. Si je dis l'un de mes séjours préférés, monseigneur, ce n'est certes pas que je m'attribue la possession de Chinon. Ah, bien, vous me rassurez, j'ai cru un moment que Chinon aussi était passé en vos mains. Monseigneur, de quoi me croyez-vous donc capable? Si j'aime Chinon, c'est parce que je pense, tout comme les meilleurs capitaines du royaume, que c'est la forteresse la mieux défendue de France. Mais notre château d'Amboise est bien défendu aussi, me semble-t-il. Je ne voudrais pas contredire le dauphin, mais qu'il me permette cependant d'avancer qu'Amboise n'est pas aussi sûr qu'il le pense. Hier encore, on a arrêté un bohémien qui s'était introduit à l'insu de toute la garde et qui portait un poignard. Qu'est-ce qu'il voulait? Assassiner quelqu'un, sans doute, monseigneur. Il se dirigeait vers les appartements du roi. Il est étrange qu'on ne nous en ait rien dit. Je voulais être sûr des intentions du bohémien. J'ai fait interroger ce maraud, mais il est mort sous le fouet sans avoir desserré les dents. Si Amboise est aussi peu sûr, pourquoi restons-nous ici, comte? Mon Dieu, sire, il y a des jours où je m'en fais le reproche. Il est certain que Chinon vous offrirait un asile plus sûr. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, dès demain, à la première heure, nous plierons bagages et nous partirons pour Chinon. Dès demain? Mais pourquoi cette précipitation? Parce que lorsqu'une idée me semble bonne, mon cher Louis, je n'ai pas l'habitude d'en retarder l'exécution. Alors, la belle fille, te voilà moins faraude que tantôt. Sais-tu ce que ces deux-là vont te faire endurer? Que m'importe. Donnez-moi seulement un prêtre et je mourrai sans un cri. Depuis quand faut-il des prêtres égyptiennes? Les portes de l'enfer ne s'ouvrent pas sur une bénédiction aux sorcières. Et les adoratrices de Satan
vont rejoindre leur maître, sans le secours de personne. Et vous, croyez-vous seulement à Dieu ou à diable? Oui, Ribaude. Dieu m'a donné la beauté, la fortune et la puissance. À toi, le diable a donné cette figure et cette jeunesse impudente. Mais tout ça va disparaître en quelques instants. Dis-moi, comment les sorcières supportent-elles la torture? Avec plus de cœur qu'une femme de votre étoffe, sans doute. Insolente! As-tu donc des charmes pour faire disparaître la douleur? Resteras-tu muette et insensible quand ces instruments se promèneront sur ta peau nue? Quand tes bras et tes jambes se disloqueront sur cette machine? Quoi que tu me fasses subir, ce ne sera rien auprès des tourments que tu endureras pour l'éternité. Femme maudite, criminelle, voleuse et catin! Tchalai te maudit et te promet le démon dans tes doigts! Bourreau! Saisissez-vous d'elle et déployez toute votre science. Qu'est-ce que tu fais? Ah, qui êtes-vous? Au secours! Par exemple! Cette boîte était destinée à emporter votre dépôt. Nous l'avons réservée à un meilleur usage. Prenez vite ce manteau. Et quittons ce séjour enchanteur. Mais pas sans avoir salué notre charmante hôtesse. Tu n'auras pas le plaisir de m'entendre crier sous la torture, Ribaude. Mais la promesse que je t'ai faite, sois sûr que le diable la tiendra. Allons. Bonjour, Sarah. Déjà sortie? Comme ça, quelle idée? C'est une idée qui en vaut une autre. Tiens, je n'avais pas remarqué qu'il poussait des roses après le mur de notre auberge. Elles sont belles, n'est-ce pas? Très belles. Inutile de demander de qui tu la tiens. Je ne sais pas, je viens de la trouver là, devant la fenêtre. Mais je suis presque certaine que c'est lui. Ah, parce que tu es déjà à dire lui quand tu parles de lui. Bah, comment veux-tu que je dise? Je sais pas. Messire de Brézé, par exemple. Dis-moi, Catherine, quel effet te fait-il au juste, ce beau damoiseau? Mais ce n'est pas un damoiseau, Sarah. Quant à ce que j'en pense, il est beau, jeune, vaillant. Il m'a sauvée. Et il m'aime, tu comprends? C'est déjà beaucoup trop. Écoute, je sais mieux que personne ce que tu as souffert et ce que tu souffres encore. Mais je te supplie de prendre garde. Ce jeune homme a tout ce qui peut inspirer l'amour et je suis sûre que le sien est sincère. Mais tu ne serais pas longtemps heureuse avec lui. Celui dont tu portes le deuil t'a trop profondément marqué pour que tu puisses l'oublier. Je n'ai jamais vécu que pour lui. Mais qui parle d'oublier? Un autre que lui peut te convaincre de vivre désormais pour lui. Tu sais très bien que c'est impossible. Crois-tu?
Mais si je savais que ton cœur ne risquait rien, je te laisserais aller vers ce Brézé. Quelques nuits d'amour te feraient du bien, sans doute. Mais saurais-tu en rester là? Non. Ta nature est trop entière. Et si tu te détournais du malheureux qui endure son calvaire là-bas dans sa léproserie, je suis sûre qu'il en mourrait. Oh, et puis après tout, ce serait peut-être une délivrance pour vous deux. Tais-toi, Sarah. Quel drame pour deux roses. Tiens, mets-les dans l'eau. C'est Tristan. Puis-je entrer? Quel bon vent vous amène si tôt? Un vent de conspiration. Le rendez-vous est pour minuit. Où cela? Ici même. Les caves de l'auberge sont creusées dans le roc, sous le château. C'est très commode, un escalier communique. Tous les conjurés sont là. Et tout aussi impatients que vous d'en finir. Ah, on crève de froid dans ces caves. Messeigneurs, vous pouvez saluer la comtesse de Montsalvi, qui a accompli l'exploit que nous jugions naguère impossible. Si la Trémouille est aujourd'hui à Chinon, c'est à son courage et à son esprit que nous le devons. Soyez sûrs de notre admiration, madame, et de notre gratitude. Est-ce votre beauté qui a produit ce miracle? C'est à la cupidité du grand chambellan que je me suis adressée, messire. Non à sa concupiscence. Ah, vous lui avez offert de l'or. Un monceau, sans doute. Une montagne, pas moins. Le trésor des Templiers. Messeigneurs, voici notre chef. J'ai bien plus de plaisir à saluer la comtesse de Montsalvi que je n'en ai eu jadis à rencontrer Catherine de Brazay, belle dame. Du diable! Si j'avais pu penser que vous vous étiez fourré dans le guépier d'Orléans par amour pour ce malheureux capitaine. Mais c'est encore par amour pour lui que vous me retrouvez dans celui-là, messire. Pour que vivent les miens, il faut que la Trémouille disparaisse. Nous allons nous employer à vous donner satisfaction à ce sujet, comtesse. Messieurs, la Trémouille n'aime pas beaucoup ce château, trop habité par l'ombre de Jeanne. Il n'y restera pas longtemps. Le connétable nous donne carte blanche, vrai, messire l'ermite? Entièrement vrai. Bon. Parfait. Nous bénéficions de deux circonstances favorables. La dispersion des soldats dans un château aussi vaste et le fait que j'en sois gouverneur. Ce qui me permet de déambuler sans éveiller les soupçons à la tête de n'importe quelle troupe. Avez-vous les soldats? J'ai 50 hommes cantonnés dans la forêt. Ce sera suffisant. Demain à minuit, j'ouvrirai la poterne la plus proche du donjon aux loges de la Trémouille. Quand vous serez à pied d'œuvre, nous surgirons à votre rescousse. Nous nous mettrons d'accord sur un signal. Quel est votre plan? Mon lieutenant, Olivier Frétard et moi-même écarterons les hommes du donjon. Le roi n'y loge pas? Non. Il loge dans la tour du milieu. Et la reine, qui est des nôtres, lui demandera de passer la nuit avec elle, ce qu'il ne refuse jamais. Le plus grand danger viendra de la clarté de la lune. Il ne faut absolument pas que les sentinelles qui circulent sur les remparts nous aperçoivent. Veillez donc à ce que vos hommes ne portent aucune armure pouvant allumer des reflets. Les armes. La dague. Le sire de Rostébina et moi-même écarterons les hommes du donjon. Brézé, Cotivi, et vous, Tristan, y monterez pour exécuter la Trémouille. Et moi? Vous avez admirablement manœuvré, madame. Mais ce qui reste à faire est besogne d'hommes. Que ferions-nous d'une femme? En cette circonstance, je refuse d'être considérée comme femme. Je représente ici Arnaud de Montsalvi. Messeigneurs, nous n'avons pas le droit de refuser à la comtesse ce qu'elle demande. Nous lui avons laissé courir de bien plus grands dangers sans faire les difficiles pour amener la Trémouille à Chinon. Brézé, vous avez raison.
Et c'est justice. Allons, Cotivi, c'est moi qui parle et c'est vous qui buvez. Donnez-moi cette cruche et emplissez-en d'autres. On meurt de soif. Mes amis morts au scélérat. Emportez-le au château de Montésor, ce genre de Wade. Là, il sera jugé s'il n'est pas mort. Moi seul. Ce diamant m'appartient, comtesse. Donnez-le-moi. Allons. Va-t'en de là, mon garçon, je ne te connais pas. Moi aussi, tu me connais. Regarde-moi bien. On m'appelait Tchalai. Et après, tu seras pendu tôt ou tard. Non, je ne serai pas pendu. Et toi, tu vas mourir. Regarde-moi bien. Je suis Catherine de Montsalvi. Montsalvi? Oui. Et toi, tu vas mourir de ma main pour le mal que tu as fait. Pour mon époux torturé. Pour Jeanne livrée. Pour le royaume pillé. C'est pas moi, grâce. Aucune grâce. Meurs donc. Vous ne devez pas tuer cette femme. Elle nous appartient. Elle ira rejoindre son mari. Son mari qu'elle était en train de piller. Laissez-moi donc faire justice, messire de Goku. Allons, Catherine. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Vous pouvez la laisser vivre à présent. Elle porte son âme sur son visage. Sire, mon fils, plaise à votre justice et à votre cœur de recevoir en leur grâce Catherine, comtesse de Montsalvi, dame de la Châtaigneraie, qui s'en vient à vos genoux implorer réparation des peines cruelles dont elle eut à souffrir du fait de l'ancien grand chambellan. Justice, sire. Non pour moi, mais pour mon époux injustement condamné. Madame, c'est le roi qui devrait être à vos pieds pour vous demander pardon. Je sais tout le mal qui a été fait au plus fidèle de mes capitaines. J'en ai à la fois honte et douleur. Aujourd'hui, je veux que la maison de Montsalvi soit hautement rendue à l'autorité et à la prospérité. Messire Pierre de Brézé, vous arrivez de Montsalvi? Oui, sire. Voici ce que le roi m'a ordonné d'aller chercher.
Messire Raoul de Gaucourt. Nous, Charles VII du nom, par la grâce du Dieu Tout-Puissant, roi de France, ordonnons que l'édit punissant pour félonie très haut et très noble seigneur Arnaud, comte de Montsalvi, seigneur de la Châtaigneraie, soit à jamais caduc. Ordonnons que le dit écrit soit déclaré faux, mensonger et perfide, et que, comme tel, il soit détruit ce jour-d'aujourd'hui, sous nos yeux, par la main du bourreau en signe de flétrissure. Votre place est auprès de nous, comtesse, en attendant que votre fils soit en âge de nous servir. Demain, notre chancelier vous restituera les actes vous rendant vos biens et seigneuries. Puis il vous comptera une somme en or. Malheureusement, votre deuil demeure que l'or ne saurait réparer. Le roi en a grand regret. Sire, ni moi ni les miens n'ont jamais douté que le roi ne fût grand. Vous désirez me parler de près, dirait-on? Oui. Je veux voir vos yeux. Où est-il, Catherine? Qu'est-il devenu? Comment, Bernard? Ne le savez-vous pas? Mon mari est mort pour tous. Je n'en crois rien. Méfiez-vous, seigneur comte. Vous touchez là à une blessure encore fraîche. Je le sais bien. Et je vous en demande 1000 pardons, Catherine. Mais il s'est passé à Carla quelque chose que je ne comprends pas. Hugh Kennedy, que j'ai vu, est muet comme une carpe quand il ne tient pas les propos étrangement vagues. Chacun ici vous traite en veuve. Mais moi, je sais qu'Arnaud n'est pas mort. Je le sens. Et pour ce que j'aime, j'ai le flair d'un loup. Regardez-moi. Rien que votre regard détourné accroît ma conviction. Je vous supplie de me dire la vérité. Je pense que j'y ai droit. Comme Saint-Traille et La Hire, qui guerroient en ce moment au nord de la Seine. Eux aussi refusent la mort inexplicable, inexpliquée de Montsalvi. Vous allez l'entendre, cette vérité. Aussi bien vous y avez droit, en effet. Et je vous préviens, Bernard d'Armagnac, cette vérité est affreuse.